Soit. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Soirée avec Monsieur Polydome, qui est de retour pour nous apporter son expertise sur le combat Francis Ngannou contre John Jones que nous ne verrons pas malheureusement. Pourtant, Dieu sait si Polydome y croyait. Bah, non, mais honnêtement, sans croyais déconner, à moi, je quand pensais j'ai que tu avais commencé, directement dit, oh les gars. bah, je me dis en fait, bon, je suis peut-être naïf, hein, les gens diront ce qu'ils pensent, mais je pense que c'était le bon timing pour le faire. Eh oui. Quand tu réfléchis, parce que bon, c'est vrai que Ngannou, le faire attendre, c'est Ouais. vraiment injuste, et à part un combat pour le titre, enfin, c'est soit un super fight, soit le combat pour le titre pour Ngannou. À ce stade-là, toute autre chose serait, bah, ce serait quasiment insultant, j'ai envie de dire. Bah, au stade où il en est, après les victoires, enfin, il y a plus personne à affronter, quoi. Je veux dire, à part peut-être Derrick Lewis, et encore, moi, je suis pas particulièrement intéressé par ce match-up-là. Mais donc voilà, donc je me disais, bon, il y a la trilogie Stipe Miocic, Daniel Cormier, on sait pas quand est-ce que ça va avoir lieu. Voilà. Ngannou, faut lui faire un combat en attendant. On va pas le faire pulvériser à un autre contender de la KT, donc c'est pas mal le coup du super fight. Et John Jones, bah, il a plus rien à prouver en light heavyweight, quoi. Il y a des gens qui sont en train de faire une campagne pour qu'il réaffronte Thiago Santos ou Dominique Reyes. Enfin, Je ouais, suis entièrement d'accord avec peut-être toi. il a perdu contre ces mecs-là, peut-être il a pas perdu. Je m'en fous, en fait. Ça n'a aucun intérêt pour moi. Honnêtement, hein, je le dis, hein, je vais peut-être me faire insulter là-dedans, mais je veux dire, c'est pas à ce stade-là. Après tout ce qu'il a fait, t'as Ben, envie de c'est quelque chose ça, c'est qui ça, t'excite un peu, quoi. c'est ça, exactement. En fait, s'il perd contre Dominique Reyes ou Thiago Santos, je pourrais pas m'empêcher de penser que c'est parce que c'est plus le même. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un. En fait, on en arrivait là à ce stade-là, dans cette catégorie, et je le regrette. Et même si là, on a une nouvelle génération de contenders, et heureusement, mais on a plus l'impression que c'est parce que Jones vieillit ou relâche l'intensité, que parce que en fait la nouvelle garde a atteint son niveau. Complètement. Et donc du coup, à ce niveau-là, bon, bah, John Jones. Bah ouais, c'était ça pour lui, quoi. C'était ce combat. Donc, fort de ce constat, moi je me disais, bah là c'est tout bénef. En plus, il y a plein de gens qui vont vouloir le voir, ce combat. Ouais. Il n'y a aucune raison qu'il ne se fasse pas, finalement. Et là, bon, il s'avère que finalement, l'UFC en a décidé autrement, ce qui est regrettable, hein. Mais c'est assez dingue quand même de se dire que l'UFC n'ait pas envie de mettre la main au portefeuille, parce qu'en gros, ce qu'ils ont proposé à John Jones, selon John Jones bien entendu, mais bon, on peut se dire que de tout ce qu'on entend depuis des années, c'est ce que l'UFC a fait. En gros, on te laisse le même salaire fixe, mais comme tu affrontes Francis Ngannou, tu vas beaucoup plus gagner en pay-per-view. Ouais, c'est étonnant. En fait, pareil, au début, je me suis dit, parce que de deux choses l'une, soit c'est John Jones qui voulait pas faire ce combat et qui a mis un prix totalement déraisonnable dans la négociation, mais c'est pas ça qu'il en ressort. Enfin, je veux dire, John Jones a donné sa version, l'UFC n'a pas démenti, et même au-delà de ça, Francis Ngannou aurait eu beau jeu de dire, ouais, t'es un péteux, tu te caches. Complètement. T'as plombé la négociation pour pas avoir à m'affronter, mais même Ngannou n'a pas dit ça. A Ngannou a sorti dit, la même version, grosso il a modo. dit la même version, donc ils sont raccords sur leur version. Il y a vraiment eu un stop de la part de l'UFC dans la négociation, enfin, franchement, c'est incompréhensible. Je ne comprends, enfin, je ne comprends pas. Soit ils ont un vrai problème de pognon, soit ils ne font absolument pas confiance en John Jones et Ngannou. Et du coup, ça m'a amené à réfléchir à la raison pourquoi ils ne feraient pas confiance pour que ce match-up se réalise. Quelles seraient les conséquences a priori négatives C'est vrai pour que c'est l'UFC? compliqué, parce que tu te dis, si John Jones perd, il perd très brutalement. Mais c'est ça que je me suis dit. Mais bon, là, pareil, on se projette Ouais. un peu loin, mais passer les effets positifs sur le court terme. Parce que les effets positifs sur le court terme, ils sont évidents, c'est que bah, beaucoup de pognon. Parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de gens qui vont vouloir regarder ce combat. Exactement. C'est intriguant, et au-delà de ça, bah, en ce moment, c'est positif. Tu vois, je veux dire, avec
c'est compliqué, il faut relancer la machine et c'est un super fight qui n'était pas forcément attendu. Donc, sans trop payer en plus. C'est là c'est parce ça, que ouais. t'as 2 mecs qui sont dans le roster, qui sont là depuis des années, qui ont envie de s'affronter. Non, et puis je te dis, sur le niveau du timing, t'as même Ouais, pas, c'est ça. tu bouges pas en fait une catégorie. Éventuellement la catégorie light heavyweight, mais bon, c'est Ouais. pas comme si il y avait un engouement total pour savoir qui allait être le nouveau champion de la catégorie light heavyweight. Donc c'est pas dramatique en fait. Et donc du coup, je me suis dit, mais en fait, il est où le problème? Pourquoi ça coince? Alors, ça peut coincer au niveau des personnalités de ceux qui négocient. Mhm. C'est vrai qu'on sait que John Jones, il n'est pas fiable. Pas en Complètement. tant que en tant que combattant, oui, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un picogramme, entre autres. Et mais au-delà de ça, en tant que personne, tu peux plus en fait. Je veux dire, l'époque et c'est terrible, ça m'a fait penser à ça quand j'ai réfléchi sur cette question, c'est que on vieillit et le temps passe vite. C'est-à-dire, il fut un temps où John Jones était un peu le poster boy Eh oui. et c'était il y a déjà 10 ans finalement. Et maintenant, on arrive 10 ans après avec tous les scandales et tout le merdier. Et en fait, tu peux pas en faire une figure publique sur Mhm. laquelle tu investis beaucoup d'argent. C'est passé en fait. Ce train-là Ouais. est passé pour John Jones. Il peut toujours te assurer au niveau des pay-per-view et Ouais. tu peux toujours le marketer comme une espèce de bad boy ou dans la rivalité avec, je sais pas, Daniel Cormier ou Ouais. Gustafsson. Mais c'est très compliqué de investir sur sa personnalité en tant que combattant, en tant que champion. C'est compliqué Et pour c'est pas comme si en plein confinement, il avait eu une nouvelle affaire judiciaire. C'est ça, tu vois. C'est même là, tu vois, sur les derniers mois, il s'est pas rendu service avec ce truc-là. Donc, la personnalité médiatique de John Jones n'est pas fiable. Et donc, du coup, c'est compliqué d'investir sur lui. Au-delà de ce problème-là, d'investir sur John Jones, et pareil sur Ngannou, parce que Ngannou, bon, j'ai pas envie d'alimenter des rumeurs qui, ça se trouve, sont fausses, mais paraît-il qu'il est très dur dans la négociation. C'est Mhm. un truc qui revient assez souvent. Enfin des on-dit qui circulent. Enfin, bon, je sais pas si c'est des trucs. On va Mhm. dire, on laisse ça au stade de rumeur parce que j'avais entendu que c'était un des Non. problèmes qu'il avait dans sa Oui. négociation avec Dana White et que c'était compliqué et tout. Donc Bah, et c'est puis c'est quelqu'un. vrai qu'on peut dire que mine de rien, depuis le title shot contre Miocic, c'est quand même très compliqué pour Francis. Ça fait peut-être 2-3 combats qu'il aurait dû avoir le Mais oui, combat en mais revanche. largement, mais carrément, tu vois. Donc en fait, on peut dire facilement que d'un point de vue investissement sur John Jones, c'est compliqué au niveau de sa personnalité médiatique, et investissement sur Ngannou, c'est compliqué parce que c'est compliqué la négociation avec lui. Il y a du passif entre l'UFC Ouais. et Ngannou. Et on peut le regretter, ça c'est clair. Et après, au niveau du combat et des implications que ça a, je me suis dit, en fait, c'est un combat où, quel que soit le gagnant, ça plombe une catégorie. Mhm. Enfin, pas dans le sens course vers le titre et cheminement de la catégorie, mais dans le sens crédibilité de la catégorie. Si John Jones perd contre Ngannou, il Ouais. est à parier qu'il perdra rapidement, Mhm. de manière brutale aussi, on peut le dire, par KO probablement. Et donc du coup, tu as un champion Complètement. invaincu, Hashtag GOAT. hashtag GOAT, qui a écrasé sa catégorie pendant des années, qui se fait laminer probablement par KO par un mec qui n'est pas encore champion. Ouais. Donc c'est même si c'est Ngannou, le mec le plus Mhm. terrifiant de la planète et tout, c'est mauvais, c'est pas enfin ça Mhm. révélera quelque chose sur la Ah catégorie bah de la ça vie. entache, oui, complètement la crédibilité des light heavyweight. Ça c'est clair. Et parallèlement, si John Jones gagne et s'il gagne, à mon avis, ce sera une phase enfin comme Miocic a gagné contre Ngannou, ce sera Mhm. domination sur 5 rounds. Et ben t'as le mec qui a nettoyé la catégorie, qui s'est fait finir qui s'est fait dominer par un champion plus léger que lui et qui est sur la fin de sa carrière. Donc dans les deux cas, Mais cela dit, s'il perd contre John Jones, c'est pas comme s'il perdait contre n'importe qui. non mais je suis d'accord que c'est moins grave dans ce sens-là. Oui, C'est moins grave dans le complètement. sens de Ngannou qui perd, en tout cas pour la crédibilité de la catégorie. Mais quand même, après Ngannou, comment est-ce que tu le remets sur les rails pour un title shot après ça quoi? Ah oui, là par contre c'est terminé battu. Il Et restera Anthony Johnson c'est chez ça. les poids lourds. Et c'est ça. Et en plus le mec, il a nettoyé toute la catégorie. C'est-à-dire c'est le mec qui en fait, je pense que c'est la malédiction d'Ngannou actuellement, au-delà du fait qu'il a un problème dans sa négociation pour le title shot et que c'est hautement injuste, c'est que il est presque trop fort pour son propre bien, tu vois. Genre d'éteindre comme ça en 20 secondes des mecs, à mon avis, ça n'encourage pas. Enfin, ce serait parfait s'il avait jamais perdu en fait. S'il avait Complètement. eu tu sais, comme Mike Tyson dans son prime où il éteignait les mecs en moins d'une minute,
ce serait génial. Mais le fait est qu'il ait perdu contre Stipe Miocic sur 5 rounds et que c'était pas une des performances les plus agréables à regarder. Et puis Et dans ces aussi conditions-là où l'UFC, tout le monde avait mis Francis Ngannou comme déjà champion. ça, Donc là, c'est vrai que Dana White aussi, il a pas pardonné. c'est la Ouais. cerise sur le gâteau. Mais ce qui fait que il y a plein de gens qui peuvent se dire ouais bah ouais en fait il éteint les mecs, mais dès qu'il y a de la résistance, même si c'est pas forcément vrai, mais c'est une rhétorique qui fait que c'est difficile de mettre d'investir à fond dedans. Donc c'est pour ça le combat en soi, moi je trouve que c'est un combat super intéressant et j'achète tout de suite. Moi je veux dire j'aimerais beaucoup voir ce combat, ce serait cool. Et le truc c'est que d'un point de vue on va dire purement financier sur le long terme et tout, les mecs sont un peu tièdes. Et c'est regrettable. C'est vraiment regrettable. Complètement. Et puis avec Dana White qui a dit lors d'une interview accordée à John Anik que les fans veulent ce combat, les journalistes, je crois, veulent ce combat, les combattants veulent ce combat, mais je doute que ça se fasse. Bah ouais, putain, mais j'ai pas. Ouais, ça, c'est vraiment. Et je pense que c'est la sanction. Hein. C'est la sanction. Pour John Jones, c'est un révélateur, c'est que, et je pense qu'à mon avis, il est en train de le comprendre après plusieurs années, mais c'est que il y a un train qui est passé pour lui en fait, et ça fait un moment qu'il est passé ce train. C'est-à-dire, il y a eu plusieurs générations de mecs qui sont passés devant lui en tant que figure de proue de l'organisation, et là, il vient de s'en rendre compte. Enfin, il vient de s'en rendre compte. Je pense qu'il s'en était déjà plus ou moins rendu compte avant, mais là, c'est le stop. Si la version de John Jones c'est la bonne, qui s'est pris un gros stop dans la négociation. Ça a peut-être été un révélateur pour lui. Mais moi, je pense qu'il s'est pris un stop, mais presque à raison, parce que pour le coup, là, c'est difficile de blâmer l'UFC, de se dire comme quand il avait battu Cormier la deuxième fois. Il bat Cormier la deuxième fois, head kick, parfait, le mec est sur le toit du monde. Il commence à lancer le combat contre Brock Lesnar. Les gens se disent, en plus, là, c'est parfait, parce que pour le coup, c'est un mec, tu le bats, ça handicape pas la catégorie parce que c'est un one-shot. 2 semaines après, c'est là qu'il tombe pour la grosse suspension. Et pour l'UFC, c'est terrible. C'est terrible. Tu peux pas te permettre ça. Non, et puis surtout, c'est pas possible actuellement. C'est un truc, je pense. En fait, c'est pour ça que les gens, à mon avis, ont du mal avec John Jones et comprennent pas pourquoi il a bénéficié d'autant de. C'est pas de passe-droit, mais de clémence en fait de la part de l'UFC. C'est que c'est vraiment en deux temps en fait. L'UFC avant WIMG et après WIMG, c'est pas la même entreprise en fait du tout. On est passé d'un modèle, même si c'était déjà, enfin tu vois, sous les Fertitas, c'était déjà un modèle économique ultra capitaliste et tout, très très avancé, mais c'était quasiment. T'avais pas d'emprunt à rembourser tout simplement, et t'avais pas une énorme dette. mais ouais, mais t'as même pas enfin, John Jones a commencé sa carrière et à être une star à une époque où l'UFC cherchait pas non plus à être un business ultra, tu vois, genre démocratisé. Il n'y avait pas encore l'USADA, il n'y avait pas encore tous ces trucs-là, donc c'était encore un sport, je vais pas dire de Mineur, niche, entre guillemets. mais mineur, tu vois. Donc ils pouvaient lui passer plein de trucs. Ils avaient une approche qui était un peu plus familiale entre guillemets. Hein. J'utilise ce terme. Avec réserve. Des pincettes. Avec des pincettes, exactement. Mais voilà, on pouvait pardonner. C'est-à-dire, ça restait en famille, tu fais une connerie, on gère ça en interne. Là, le truc, c'est que c'est une entreprise qui a pignon sur rue et ils ont des investisseurs, ils ont plein de trucs. Enfin, je veux dire, tu peux pas avoir une image un peu crade. C'est pas possible, quoi. Tu peux pas avoir une image de business quasiment mafieux, quoi. Enfin, je dis pas que c'était ça avant, mais enfin, c'est pas la même époque, c'est pas la même chose. Et maintenant, en fait, l'opinion publique, ça a une importance capitale. Donc, en fait, c'est passé en fait pour John Jones. Et il paye en décalé le prix de ses erreurs là-dessus. Et c'est pour ça qu'il peut pas, en fait, ça peut pas être la star de l'UFC. Ça pourra plus être la star de l'UFC. C'est terminé, quoi. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il doit se dire, putain. Il parle de retraite, il parle de se retirer du sport et tout. Il fait un peu l'espèce de. Ouais, voilà, c'est le levier McGregor. Bon, j'y crois pas des masses, tu vois. C'est un peu pour durcir la négociation, mais ouais, c'est trop tard pour lui. C'est trop tard. Et quelque part, j'ai envie de dire, c'est de bonne guerre, quoi. Je veux dire, fallait se réveiller avant, quoi. Fallait faire les bonnes choses avant, quoi. C'est clair. Et puis ou sinon, tout simplement, Jones et Ngannou n'ont qu'à accepter le salaire qui est proposé par l'UFC, parce que c'est ça aussi, on peut dire, c'est toute la force de l'UFC, mais c'est dur pour les combattants. C'est ce qui fait que nous, en tant que fans, on adore, c'est qu'ils font à chaque fois les combats qu'on a tous envie de voir, parce que l'UFC est à la fois promoteur,
quasiment manager des combattants parce qu'ils les ont sous contrat et sous exclusivité. Donc, si vous voulez, un mec comme John Jones, aujourd'hui, s'il veut combattre en MMA, il est obligé d'accepter ce que l'UFC va lui proposer ou alors, il se retrouve indéfiniment prolongé. C'est quoi? Je crois que c'est 3 minimum pour les contre UFC, c'est minimum de 3 propositions de combat par an. Et tant que vous les refusez, le contrat est indéfiniment prolongé. Et quand vous êtes en retraite, le contrat est gelé. Donc, de toute façon, vous ne pouvez pas en sortir. Ouais. Tu peux pas en sortir. Ouais. Et Dieu sait, il y en a qui ont essayé et se sont tous pris à mur, en fait. Ils te relâchent quand ils ont décidé de te relâcher. Hein. C'est un truc assez flippant, quand même. C'est assez incroyable. Parce qu'eux peuvent te couper quand tu veux. Il faudrait qu'on se penche quand même sur... faudrait qu'on fasse une analyse juridique là-dessus. Complètement. Des contrats, moi ça me paraît complètement aberrant qu'il y ait des contrats comme ça. Enfin, en gros, d'un point de vue purement genre juridique et même de liberté du travailleur, c'est quand même assez incroyable que tu sois piégé comme ça dans une espèce de nasse où on peut même décider de te couper tes sponsors unilatéralement sans que tu aies ton mot à dire et te couper certaines, enfin te forcer parce que finalement ça revient à te rendre un peu plus soumis en termes de négociation. Enfin c'est quand même assez incroyable. Ce serait cool qu'on ait un jour un mec qui s'y connaisse vraiment là-dessus sur les conditions de négociation des contrats et sur les voies pour faire un épisode là-dessus parce que c'est à mon avis c'est passionnant quand même, hein, surtout du point de vue de l'UFC parce que c'est quand même très c'est spécifique et Dieu sait qu'il y en a qui ont essayé. Je pense à José Aldo par exemple pendant un moment qui a voulu se tirer, il n'a jamais pu. C'est les travaux forcés quoi. C'est un truc de malade. Donc oui effectivement s'ils voulaient vraiment faire ce combat ils peuvent le faire s'ils acceptent les conditions de l'UFC. Maintenant je me dis ça me fait chier en tant que spectateur de ne pas l'avoir ce combat, mais en même temps je me dis je suis quand même plus du côté des combattants que de l'UFC. Et si Ngannou et John Jones veulent un peu plus de bifton, je vais pas leur jeter la pierre. Honnêtement. Et puis les mecs ont d'autres options. Enfin, je veux dire, pour autant de thunes, John Jones, il peut se faire tranquillement Blachowicz. Ouais, c'est juste qu'en revanche, à mon avis, il sait que. Enfin, à mon avis, lui-même n'est pas tellement intéressé par ce combat. Je pense aussi. Je pense que c'est terrible parce qu'il doit se rendre compte que les gens ne sont pas des masses intéressés par. Franchement, Blachowicz. C'est clair. Non, et puis surtout qu'on l'avait dit, je crois, dans un podcast précédent, aujourd'hui, John Jones, il a un point dans sa carrière où soit il peut faire un combat contre un ou contre n'importe quel heavyweight, ou même s'il le bat difficilement, les gens diront waouh, c'est une performance. Alors que Blachowicz, s'il s'impose pas par KO ou soumission, les gens vont dire ah ouais, quand même il a vieilli. Bah ouais, c'est bien ça le truc qui s'est passé avec ces 2 derniers combats, Thiago Santos et Dominic Reyes, c'est que c'est des combattants qui sont très très bons, qui sont dans leur prime physique. Donc déjà, c'est impressionnant en fait que John Jones ait réussi à évacuer 3 générations de combattants quand même, et qu'il arrive encore aujourd'hui, même s'il n'est pas décrépit. Hein, c'est juste vu le nombre de combats et le nombre de défense et trucs, c'est quand même assez incroyable qu'il arrive à battre des mecs qui sont en pleine bourre et qui arrivent. Alors les gens vont me dire ouais il les a pas battus. Il les a pas battus, mais il les a pas battus encore que voilà quoi. Allez, il les a battus. Il les a battus. Disons que s'il avait vraiment perdu, on n'aurait pas ce débat-là, quoi. Pour le faire autrement. Mais c'est vrai que le problème de John Jones, c'est qu'il aurait dû faire ce move en heavyweight depuis plus longtemps. Le problème, c'est que sa carrière, il a subi. En fait, sa carrière n'a pas été linéaire du fait de son comportement hors du ring et hors de l'octogone et aussi même de ses, de ces suspensions multiples, quoi. Ça a cassé son rythme en fait. S'il avait eu si tout s'était bien passé selon les plans, s'il n'avait pas eu de trucs, ça fait des années qu'il serait passé en heavyweight, moi je pense. C'est juste qu'à chaque fois il s'est dit bon, là je suis suspendu, il faut que je revienne pour montrer que je suis quand même le champion et je gagne 2-3 combats et puis je repars en heavyweight. Et sauf qu'à chaque fois pendant le rythme, il s'est passé un truc qui fait que paf, il est reparti casse départ. Et il a jamais pu faire sa montée. Maintenant, c'est chaud quand même parce que ouais, là je pense que tu penses qu'il a combien de combats encore en lui, John Jones? Oh, je dirais, allez, je pense 5, max 7. À l'UFC, 7 combats à l'UFC. Ouais, en poussant, allez, non, vraiment réaliste, je pense 5.
Voilà. 5 combats à l'UFC. Parce que c'est 5 combats pour le titre, hein, ou Ouais. 5 super fights. C'est que des main events. Ouais. Donc, Et par contre, si on est en lourd, je mets à 3. ça fait pas beaucoup, hein. Ah oui. Ça laisse peu de marge de manœuvre, en fait. Et donc, c'est vrai que je me dis, là, et c'est pour ça que la négociation de John Jones, elle est super importante. Parce que c'est son parachute pour la suite, quoi. Exactement. C'est ça. Donc, Mais c'est ce que lui a dit en plus, hein, d'ailleurs. donc c'est pour ça qu'il négocie de manière agressive et qu'il peut pas accepter n'importe quoi. Eh bien, faire à suivre, mon cher Polydomso. Big shout out to my sweet protein. Moins 43% en ce moment avec le code la sueur. On se retrouve très vite pour parler de T-Wood. Swag.